Donc comme je vous le disais, bonjour à tous, bienvenue en fait à cette formation sur la gestion des contacts sous SolidWorks Simulation. Donc aujourd'hui en fait on va revoir un petit peu tous les contacts que je vous ai détaillés dans l'agenda qui suit. Donc on va revoir en fait une première étape sur la détection d'interférences dans SolidWorks. Qu'est-ce que ça nous permet d'éviter, pourquoi il faut le faire. Et après, on fera une repasse sur les contacts qu'on utilise couramment. Donc le contact type pas de pénétration, le contact solidaire, le contact autoriser la pénétration, ajustement serré et paroi virtuelle. Donc la détection d'interférences, en fait, c'est une chose qui est très importante à réaliser en amont de toute étude de simulation. Pour détecter en fait si on va avoir des problèmes à la fois sur les contacts et à la fois sur le maillage. Donc la première chose à faire, je ne sais pas si tout le monde, je pense que tout le monde connaît globalement l'outil de détection d'interférences qui est disponible en fait dans les assemblages SolidWorks et à partir desquels en fait vous avez aussi la possibilité d'inclure en fait les pièces multicorps pour qu'ils détectent à l'intérieur. Donc même si vous faites l'étude que sur une pièce, vous pouvez la mettre dans un assemblage, ne serait-ce que pour faire le test. Donc pour ça, il faut bien faire attention à cocher la case qui est entourée en rouge ici, qui s'appelle inclure les pièces à corps multiples en fait dans la détection d'interférences. Une fois qu'on a réalisé ça en fait, donc le seul cas où globalement il est intéressant d'avoir ici une interférence, ça va être dans le cas d'un ajustement serré. Quelque chose qui va être monté de force. Et voilà. Toutes les autres pratiques, en fait, globalement, vont être approximatives. C'est-à-dire que si vous avez une interférence, ça ne représente pas la réalité. Vous allez pouvoir faire, dans certains cas, échouer le maillage. On peut aussi avoir des problèmes de convergence en fait du solver ou de stabilité. Et donc, bien entendu, on peut aussi avoir des résultats incorrects dans certaines zones, tout simplement parce qu'on a chevauchement en fait, potentiellement de deux matériaux. Donc tout ça peut conduire à une simulation qui va être erronée. Peut-être ponctuellement, mais de manière générale erronée. Donc les contacts, comme je vous disais, existent donc là en 5 types. Donc vous avez le pas de pénétration qui va globalement vous dire que chacune des pièces vont pouvoir rentrer en contact, mais qu'en aucun cas il y aura une partie de la pièce qui va traverser l'autre. Le solidaire, ce qu'on utilise plutôt assez fréquemment en fait, qui est au passage le moins gourmand en termes de calcul, c'est qu'on va considérer en fait que les pièces sont soudées ou collées.
et donc on ne va pas avoir de mobilité entre ces éléments-là. On va pouvoir autoriser la pénétration dans certains cas. L'ajustement serré, comme je vous le disais juste avant, dans le cas où vous avez par exemple un montage à la presse. Et la paroi virtuelle aussi, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément régulièrement et qui est plutôt pratique en fait. C'est typiquement si vous voulez simuler un système qui va être fixé sur comment dire, un mur d'un bâtiment, bah, vous n'êtes pas obligé de modéliser le bâtiment. Vous allez pouvoir utiliser justement cette paroi virtuelle où on va simuler un corps rigide en fait, quasi indéformable. Donc si on rentre un peu plus dans le détail de chacun des éléments. Donc là, le contact solidaire. Donc je vous ai mis la petite photo hein, avec la pièce A, la pièce B. On va avoir en fait globalement deux cas. En fonction de certaines conditions que je vais vous décrire juste après, on va pouvoir avoir dans certains cas les nœuds qui vont se fusionner automatiquement, on va avoir une continuité du maillage. Et dans le cas où c'est pas possible, en fait, on va partir en fait sur des équations de solidarisation. Donc qu'est-ce qui fait qu'on part sur une solution plutôt qu'une autre? Enfin, que le mailleur ou le solver va choisir une solution plutôt qu'une autre. C'est très simple. Hein. Si vous avez des éléments qui sont du même type sur les corps que vous connectez, donc que ça soit de l'élément tétraédrique avec du tétraédrique, que ça soit en fait du triangle avec du triangle pour les coques, et ainsi de suite, les corps se touchent, et qu'un maillage compatible est défini entre les composants. À partir du moment où ces trois critères sont remplis, automatiquement, en fait, il va partir sur la solution la plus simple, à savoir qu'il va fusionner les nœuds. Dans le cas contraire, si l'un des éléments ou plus diverge, auquel cas, en fait, on va utiliser des équations de solidarisation. Donc, je l'avais montré un petit peu sur ma formation sur le maillage, la différence entre le maillage compatible et incompatible. Et en fait, on voit bien que lorsque vous avez du compatible, automatiquement, par exemple, si vous avez un cube posé sur une plaque, le maillage, en fait, suit bien la jonction. Alors que quand vous êtes en incompatible, finalement, il maille la plaque, puis le cube, ou inversement, et ensuite il vient les connecter. Du coup, vous avez des mailles qui sont potentiellement décalées. Donc c'est globalement, ça engendre un peu plus de calcul, mais on reste sur quelque chose de similaire. Donc je vous ai mis un petit tableau là, que j'ai récupéré chez SolidWorks, qui permet en fait de voir comment sont établies les différentes équations en fonction du type d'entité qu'on va avoir. Donc on va regarder un petit peu, on va le détailler ensemble. Donc globalement, vous avez en fait sur la partie gauche le type de source, en haut le type de cible, de face à connecter. Donc on voit là par exemple ici sur la première case, dans le cas, enfin les trois premières cases en fait concernent la partie coque. Donc dans le cas où vous avez une source de type coque, que ce soit un sommet, une arête ou une face, si vous la connectez en fait sur un solide, automatiquement en fait il va créer 6 équations. Donc comme c'est précisé, en fait à chaque fois vous en avez 3 pour les translations et 3 pour la rotation. Donc c'est bien entendu défini par nœud. Dans le cas où vous connectez surface sur surface, vous avez en fait la même chose. Et donc après vous avez une colonne un petit peu plus loin, en fait c'est dans le cas où c'est séparé par un jeu. Donc dans le cas où le maillage est incompatible, comme il vous le précise, hein, comme je l'ai dit juste avant, automatiquement en fait il va aussi créer 6 équations pour chaque nœud. Dans le cas où on a un solide vers un autre solide, que le maillage est incompatible, automatiquement en fait il va vous créer uniquement des nœuds pour les translations.
vous n'allez pas avoir de nœud pour tout ce qui est rotation. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur toute cette partie-là parce qu'on sait que c'est un petit peu fastidieux et finalement c'est transparent pour vous. Mais dans certains cas, c'est ce qui vous permet de comprendre pourquoi, lorsqu'on est sur la phase de résolution des contacts, on a quelque chose qui peut potentiellement être long. Le principe, c'est quelque chose que vous voyez avancer, mais très lentement. Donc si on prend un petit exemple, il faut savoir en fait que la connexion se passe de la façon suivante. Dans le cas en fait où j'ai un tube qui est incliné, là dans mon cas, que je viens le connecter sur une face, il faut savoir en fait que cette face, la face A ici, est projetée sur la face B, de façon à ce qu'on établisse le contact. Globalement, pour que un contact soit validé de manière propre, il a besoin en fait de pouvoir établir au moins 6 nœuds, quoi. Donc bien entendu, dans notre cas sur une face plane, ça se passe très bien. Il faut bien entendu faire attention sur le fait que plus les faces sont gauches et complexes, plus le calcul va être compliqué, et donc plus le contact, dans certains cas, est susceptible d'échouer ou d'être litigieux. Donc je vous ai mis une petite précision sur justement quand est-ce qu'on va, enfin dans quel cas utiliser le jeu et jusqu'où on peut aller. Alors ça peut arriver en fait que sur certaines entités, vous ayez besoin de les connecter, mais en fait il y a un jeu. Donc je vous le montrerai juste après, il y a une petite case à cocher qui permet en fait du coup de tenir compte de ce jeu. Il faut néanmoins faire attention au fait que le jeu ne doit pas être disproportionné. Il faut que ce jeu en fait soit inférieur à 1% en fait de la longueur caractéristique. Donc la longueur caractéristique, comme je vous le mets, c'est quelque chose qui peut être trouvé dans le point VS0 qui se génère durant le maillage ou durant le calcul. Donc il faut juste faire attention, enfin préciser qu'il faut garder les fichiers temporaires. Ça vous permet de contrôler si on est bon, pas bon, et si en fait nos résultats dans une première approche sont acceptables, et si on veut aller plus loin, est-ce qu'il ne faut pas améliorer cette partie-là. Donc là je vous reprécisais que les équations en fait de solidarisation sont dans le cas d'un maillage incompatible traitées par le solver. Et donc pour ceux qui ont l'expérience de la simulation, vous l'avez peut-être constaté, dans certains cas le solver direct sera nettement plus performant dans ce type de maillage, quoi. Le contact pas de pénétration. Donc trois possibilités sur ce contact pas de pénétration en fait qu'on va détailler juste après. En fait, on va pouvoir connecter de nœud à nœud, de nœud à surface ou de surface à surface. Donc la réaction n'est pas la même et l'application non plus. Donc là, je vous ai mis un petit tableau dans quel cas en fait il est intéressant d'utiliser du nœud à nœud, du nœud à surface ou du surface à surface. Donc on voit que globalement, quand on veut un contact un peu passe-partout, on prend du nœud à surface, ça passe plutôt bien. Dans certains cas, on voit par exemple qu'en termes de vitesse, du nœud à nœud, on va être nettement mieux. Il est à privilégier dans le cas d'une étude de type non linéaire. Par contre, on voit que sur du surface à surface, on va être plus long, et surtout, il y a certains types d'études qu'on va pas pouvoir faire. Donc ça, je vais vous le détailler plus tard, notamment sur les contacts, quand on a du glissement entre les pièces, des choses comme ça, il y a des choses qui sont à éviter. Donc le nœud à nœud, donc c'est une petite case à cocher en fait en bas des contacts. Lorsque vous mettez un contact pas de pénétration, vous l'avez en bas à gauche,
vous pouvez cocher avancer en fait et choisir le type de contact que vous voulez mettre. Donc là en fait le nœud à nœud ça requiert en fait d'avoir des nœuds qui sont coïncidents, donc un maillage compatible. Il faut que ce soit aligné. Il faut, comme précisé en fait, que les surfaces en contact soient en contact dès le début de la simulation en fait. Il faut que ça soit un contact initial pour que ça puisse être établi. Et donc, comme je vous le précisais, en fait, c'est inadéquat lorsque vous avez des pièces qui frottent ou qui glissent l'une sur l'autre. Parce que du coup, les nœuds vont avoir une liberté assez faible dans le cas de glissement. Et donc, vous allez encore avoir une fois des résultats qui vont être erronés ou approximatifs. Le nœud à surface, donc là, pour le coup, en fait, on va autoriser plus de déplacements. Donc en fait, je vous ai mis le composant 1 qui est plutôt, en l'occurrence là, sphérique, qui vient se connecter sur le composant 2, et on voit que le nœud du composant 1 va pouvoir en fait se déplacer sur la surface et s'accrocher sur différents nœuds en fait. On voit en fait qu'on va autoriser du coup plus de souplesse dans le déplacement sur ce contact. Et donc le dernier, surface à surface, donc qui pour le coup va être idéal pour les surfaces, complexes. Par contre, en contrepartie, l'algorithme est nettement plus gourmand. Et il faut surtout faire attention en fait lorsque vos faces cibles deviennent trop petites et tendent vers un point ou une ligne, on obtient en fait des aberrations. En fait, le résultat devient moins précis encore une fois. Il faut que la surface de contact soit suffisante pour que la résolution soit bonne. Et donc, comme précisé, hein, les résultats en fait de contrainte dans la zone de contact sont globalement plus précis et uniformes, à condition qu'on ait un maillage de qualité. Donc toujours dans la notion de contact, donc on va trouver après ça la friction. Donc bien entendu sur vos études de statique, vous pouvez tenir compte de la friction entre vos pièces. Il y a pas de problème là-dessus, il suffit juste d'activer la fonction. Là où c'est un peu plus particulier, c'est dans le non linéaire, où très rapidement on peut avoir des problèmes de convergence en fait de résultats à cause du frottement. Il est possible en fait qu'une étude sans frottement passe, mais qu'une étude avec frottement en fait échoue. Donc il faut bien vérifier en fait que c'est une nécessité absolue dans votre étude avant de l'activer, et surtout le frottement doit rester très faible. L'approche où vous avez une rugosité entre deux pièces qui est énorme ne pourra pas être traitée de cette façon-là. Donc le jeu, donc comme je vous le disais, hein, le jeu, en fait, quand vous avez un interstice entre deux pièces et que vous mettez un contact, le fait d'activer la notion de jeu, ça veut dire qu'automatiquement, en fait, il va considérer qu'on met un solide indéformable entre les deux pour connecter les deux faces. Donc par défaut, cette case est décochée. Hein. Donc bien entendu, hein, si vous avez des questions au fil de cette formation, je vous laisse les poser au travers du chat en fait que vous avez à votre droite. Nous y reviendrons en fin de session. Donc l'un des points importants aussi, c'est comment spécifier de manière propre les contacts entre mes faces. Donc il y a toujours un moment d'hésitation, est-ce que la case 1 c'est la cible, est-ce que c'est la source, ainsi de suite. Je sais qu'on a pas mal de questions à ce sujet-là. Donc globalement, le premier c'est la source, le deuxième c'est la cible.
Donc après, il faut faire attention. Le choix des sélections est vraiment important parce que c'est ce qui va favoriser la convergence et améliorer les temps de résolution, ou non en fait. Selon le type d'entité et selon la cohérence des entités, les équations vont être plus ou moins complexes et le contact plus ou moins dur à établir. Donc les cases sont prévues pour être des sélections multiples. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez y aller. Vous pouvez connecter 25 arêtes si vous voulez sur une même face, il n'y a pas de souci. Après, pour une question de lisibilité, vous pouvez grouper comme pas en fait, selon vos habitudes de travail. Et surtout en fait, hein, ça évite aussi, en scindant les contacts de manière régulière, ça évite lorsqu'on a à les modifier ou lorsqu'on a perdu un contact, de passer trop de temps à les retrouver. Et donc je vous précisais aussi que les faces en fait cibles peuvent être maillées plus grossièrement en fait que les faces sources. Le contact pénétration. Bon, il y a pas grand-chose à dire, hein. Globalement, ça veut juste dire hein, que vous avez une pièce qui peut rentrer dans l'autre. Bon, sur des cas particuliers, voilà, ça peut être intéressant. Globalement, moi personnellement, je l'utilise très peu, hein. Et donc, je vous ai précisé que dans le cas en fait d'une simulation où vous avez mis des pas de pénétration à peu près partout, une bonne pratique en fait qui est recommandée par SolidWorks en fait pour favoriser l'avancement de l'étude, pour ensuite voir s'il y a des problèmes ou pas, et de mettre un contact global de type autoriser la pénétration. Donc c'est un webcast assez théorique sur la notion des contacts. Donc voilà, on a un petit peu balayé tout ce qui était contact traditionnel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, des remarques aussi. Peut-être que j'ai oublié quelque chose ce matin. Alors, pourriez-vous faire une petite démo? Donc vous voudriez voir en fait quelle partie en fait sur les contacts. Alors, une question intéressante, effectivement, plus particulièrement les messages d'erreur possibles. Donc les messages d'erreur possibles, donc là est-ce que j'en ai? Alors, donc les messages en fait hein, les plus courants qu'on peut avoir en fait hein, sur les contacts ou les manques de définition, c'est quand vous partez sur globalement du grand déplacement ou que dans certains cas vous allez aussi avoir comment dire, où il va vous dire que le modèle est instable, ou dans certains cas aussi des problèmes
avec la résolution de la matrice. Alors, donc on va signer notre matériau. Hop. Voilà, une petite astuce aussi, lorsque vous avez des déplacements, lorsque dans votre étude vous ne savez pas à quel endroit il manque des contacts et que vous avez des pièces qui bougent, en fait ce que vous pouvez faire, c'est que vous activez ici, faites la relaxation inertielle ou une faible raideur pour stabiliser le modèle. Ça vous permettra en fait de quand même faire votre étude et vous verrez automatiquement en fait des pièces qui partent relativement loin de votre assemblage ou des pièces qui se décollent légèrement, et du coup vous pourrez en déduire en fait qu'ici il manque un contact. Donc typiquement, hop. Voilà, donc on va mettre notre contact rentre ensemble. On va en mettre que d'un côté. On va fixer notre tôle, mettre un peu d'épaisseur sur ces éléments. On va tirer un peu dessus. Donc là, hein, je retrouve mon contact. Donc on l'a vu au passage, hein, quand vous appliquez ici votre contact pas de pénétration, vous retrouvez les options qu'on a détaillées tout à l'heure, hein, avec le nœud à nœud, nœud à surface, surface à surface, le jeu et la friction. Là, j'ai même pas de bol, il l'a décollé et il l'a pas décollé correctement. Vous voyez, en fait, même quand on veut que ça marche pas, ça marche. Bon, je vais pas persister, mais globalement, les messages qu'on a le plus courant, c'est sur des erreurs de matrice. Donc là, n'hésitez pas à contacter le support. En fait, hein, si vous avez le message exact avec le code erreur, on vous dira en fait à quel endroit ça pose problème. Mais dans 90% des cas, ce qui manque, c'est souvent un contact en fait. Donc régulièrement, c'est des petits goussets qui sont un peu cachés dans vos maquettes. Et c'est souvent ça qu'on a oublié une arête, quoi. On a oublié une arête et du coup il se décolle un peu, quoi. Surtout quand vous commencez à avoir un certain nombre de pièces. Donc autre précision hein, sur les contacts, ce qui est intéressant hein, depuis la version 2012, c'est que lorsque vous utilisez des pièces de tôlerie, en fait les contacts sont faits quasi en automatique en fait, parce qu'automatiquement il va extraire la surface médiane de lui-même. Contrairement à moi où là j'ai fait un modèle 100% surfacique. Donc c'est intéressant lorsque vous pouvez en fait d'utiliser la tôlerie pour faciliter vos contacts. En contrepartie, par contre, comme c'est le logiciel qui fait l'extraction des surfaces, vous avez un temps de lancement de l'étude qui est plus long et qui peut parfois surprendre parce que ça peut prendre des dizaines de minutes.
Alors, effectivement, les contacts sans pénétration sont utiles pour les pièces en fait de tôlerie ou mécano-soudées. Effectivement, il y a des particularités aussi sur la mécano-soudure, hein, notamment sur la présence de goussets euh, associés à des poutres. Régulièrement, en fait, si votre gousset en fait est radial à la poutre, vous allez avoir énormément de mal à établir le contact. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on va du coup probablement adapter notre maillage et qu'on n'utilisera pas une poutre à cet endroit-là. Ça, c'est un petit cas particulier, effectivement, où quand vous avez une arête en contact juste sur un anneau de la poutre, où c'est un peu compliqué d'établir le contact, on n'a pas suffisamment de points, quoi. Alors, si le logiciel refuse la pénétration demandée, comment y remédier? Là je vois pas trop en fait. En théorie, la pénétration, le contact, il doit le prendre. Après, c'est juste que dans votre étude, c'est possible qu'on n'aille pas jusqu'à la pénétration. Là, je vois pas le cas en question, mais si vous avez des précisions, n'hésitez surtout pas. Y a-t-il d'autres questions en attendant les éventuelles précisions, s'il vous plaît? Alors, un point important qui a été soulevé en fait, concernant du coup non plus les contacts mais les connecteurs, donc que ce soit du connecteur type ressort, axe, boulon ou autre. Donc effectivement il y a des particularités en fait sur ces éléments-là. On peut les aborder quelques minutes si vous le souhaitez. Je pense que c'est plutôt par contre l'occasion de bien les détailler sur une prochaine formation parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de choses à dire en fait, notamment sur quand les utiliser, ce qu'on peut faire avec et ce qu'on peut rencontrer. Donc il est fort probable en fait que ce que vous rencontriez le plus en termes de problèmes avec les connecteurs, ça va être sur tout ce qui est boulon. Notamment en fait dans certains cas, il va vous mettre un code erreur en vous disant que il y a un boulon avec un ID qui a échoué. Donc ça effectivement ça peut venir de plusieurs choses. Dans certains cas, en fait, c'est tout simplement que le boulon euh, a, comment dire, a été mal interprété, donc suite à des modifications géométriques ou autres. Dans certains cas, en fait, c'est que les sélections d'arêtes, quand on va sélectionner dessus, dessous de tôle et ainsi de suite, sont inadéquates. Ou tout simplement, des fois, c'est que, en fait, pour que le contact fonctionne très bien, il attend un assistant de perçage ou un perçage. Et du coup, lorsqu'on fait par exemple une esquisse de ce type-là, si vous faites une extrusion en fait de ce type-là, hop, voilà. Même si vous avez en fait un côté les éléments, si vous faites une extrusion de ce type-là, il est possible que les boulons ne s'établissent pas correctement.
parce qu'il ne sait pas retrouver toute l'intelligence qu'on peut avoir sur un assistant de perçage, notamment en fait tous les diamètres de tête et les diamètres de tige. Voilà les cas les plus courants en fait sur les boulons en fait. Donc les boulons, hein, c'est juste ici. Normalement, vous les avez, hop, à ce niveau-là. Donc après, il y a beaucoup à dire en fait, hein, parce que il y a beaucoup de particularités, notamment sur ici la définition des éléments, les tailles, les précontraintes et l'influence en fait que peut avoir une précontrainte ou les options avancées, notamment pour l'ajustement de la tige. Donc les options avancées pour les séries de boulons ici et l'ajustement de la tige ici, où les comportements sont complètement différents. Parce que quand la tige est ajustée, finalement, les degrés de liberté ne sont pas les mêmes. On contraint en fait les pièces et on bloque certaines déformations. Alors, est-ce qu'on peut faire des contacts, enfin, est-ce qu'on peut faire une pénétration ligne-ligne? Euh, ligne-ligne, ça reste quand même. Donc, si on est sur de l'élément coq, typiquement pour obtenir, enfin là, ouais, si on est sur de l'élément coq, en fait, on risque d'avoir des déformations sur les triangles qui vont être assez importants. Je suis pas sûr que la précision des résultats soit super intéressant, quoi. Mais le cas où on va, comme je vous le disais, par contre, tout à l'heure, le contact, euh, bah d'ailleurs non sur la non sur la pénétration dans ce cas-là, ce que je ferais, moi je mettrais un contact global à autoriser la pénétration et je mettrais pas de contact à cet endroit-là, de façon à ce que les pièces puissent rentrer l'une à l'intérieur de l'autre. C'est plutôt sur un contact pas de pénétration avec une ligne où ou dans certains cas ça peut être un peu ça peut être imprécis. Donc est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés parmi vous par exemple pour qu'on fasse une série sur les connecteurs typiquement. Donc sur tout ce qui va être boulon, que ce soit ancrage ou non, la définition en fait des ressorts, la définition des connexions rigides et ainsi de suite. Donc là, oui, il y en a une. Ou même, ouais, on pourra ajouter en fait, hein, tout ce qui est aussi soudure par point et cordon de soudure. Il y a un petit peu de matière. Ok, parfait. Bon, ça a l'air d'intéresser pas mal de monde. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de positionner ça pour les prochaines séries en fait, qui aura après celles qui sont déjà positionnées sur le guide 3D. Euh, donc, les prochaines à venir de mémoire, ça doit être pour le dimensionnement en fait de vos machines en fonction de votre activité. Donc c'est possible en fait que le prochain soit légèrement décalé parce que je risque d'être absent, mais dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Donc si vous n'avez plus d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, une dernière question, je n'ai pas les surfaces dans les menus. Donc c'est pas dû à un problème de licence, hein. Les surfaces sont bien entendu accessibles à tous les clients. Il suffit de faire un clic droit en fait ici sur un onglet et vous devriez retrouver l'onglet surface.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.